Émilie fut réveillée une nouvelle fois par quelque chose qui lui tapotait le visage. Elle entr'ouvrit un œil, sachant déjà ce qu'elle allait trouver. Et bien sûr, June était là, debout au-dessus d'elle, tel un minuscule ange gardien aux notions de l'espace personnel plutôt discutables. Son doigt tendu piquait la joue d'Émilie. « Tu es réveillée ?» chuchota June, bien que l'acte de piquer le visage de quelqu'un soit clairement destiné à le réveiller, ce qui annulait l'intérêt même du chuchotement. Émilie ouvrit les deux yeux et regarda la fillette. « Maintenant, oui. »« Oh bien. » Le visage de June s'illumina, comme si on venait d'allumer une ampoule. « J'avais peur que tu sois encore morte. Tu dors si silencieusement, comme une morte. Une très jolie morte, mais morte quand même. » « C'est, merci, je crois. » Émilie s'assit, sentant le poids de ses 26 ans, auxquels s'ajoutaient 40 années bonus. Son dos hurla en signe de protestation. Dormir sur le sol n'avait pas été tendre avec sa colonne vertébrale. Elle avait l'impression qu'un camion lui était passé dessus. Puis que le camion avait fait marche arrière pour s'assurer de finir le travail. Ses articulations craquèrent si fort en se levant que les 3 enfants cessèrent ce qu'ils faisaient et la dévisagèrent. « Ça va ?» demanda Annie, sincèrement inquiète. « On aurait dit que tu t'étais cassé tous les os du corps. »« Je vais bien, » mentit Émilie en s'étirant, entendant d'autres craquements. « C'est juste le bruit qu'on fait à 26 ans quand on dort par terre. Mon corps exprime ses opinions très fort. »« Ton corps a l'air très en colère, » observa Jamal. « Mon corps est très en colère. Mais nous n'avons pas le temps d'écouter ses plaintes. » Émilie vérifia l'horloge sur son mur. 7 heures du matin. Elle avait dormi à peine 4 heures, si ce n'est moins. Bon, commençons par le commencement. La salle de bain. Qui en a besoin? Les 3 mains se levèrent immédiatement. D'accord. Un par un. June, tu y vas la première, tu es la plus petite. Puis Jamal, puis Annie. Et brossez-vous les dents si vous pouvez. J'ai des brosses à dents de rechange sous le lavabo. Tu as des brosses à dents de rechange? Jamal semblait impressionné. C'est très prévoyant. J'aime être prête à tout, dit Émilie, bien que ce tout n'ait jamais inclus 3 enfants riches en fugue dans son imagination. Pendant que les enfants se relayaient dans la salle de bain, June passa un temps inutilement long à examiner chaque objet et à demander à quoi il servait. Émilie, elle, essayait de trouver quoi leur donner pour le petit déjeuner. Elle ouvrit son réfrigérateur et fixa son maigre contenu comme s'il pouvait se multiplier par magie si elle le regardait assez fort. Ce ne fut pas le cas. Quelques œufs, un peu de pain, un reste de riz qui flirtait dangereusement avec les limites de la salubrité. Un demi-oignon, un poivron, une tomate à l'aspect douteux. Pas exactement un festin de roi pour des enfants riches qui avaient probablement des chefs personnels leur préparant des petits déjeuners gastronomiques chaque matin. Mais il faudrait que cela suffise. Le temps que les 3 enfants aient fini, Émilie avait préparé des œufs brouillés et des toasts. Les enfants s'assirent à sa petite table en plastique et mangèrent comme s'ils n'avaient jamais vu de nourriture auparavant. « C'est tellement bon », dit June, la bouche pleine d'œufs. « Ne parle pas la bouche pleine », dit Annie par réflexe, avant de réaliser qu'elle-même parlait la bouche pleine et parut embarrassée. « Ces œufs sont différents de ceux de notre chef », observa Jamal, en enfournant une autre bouchée. « Mais c'est un bon différent. Plus simple, mais meilleur en quelque sorte. Comme s'ils étaient faits avec amour, termina doucement Annie. Et Émilie sentit son cœur faire à nouveau cette chose étrange. Et avec du sel, ajouta Émilie, essayant d'alléger l'atmosphère. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du sel. Après le petit déjeuner, Émilie devint sérieuse. Aujourd'hui, nous allons trouver votre grand-mère. Mais j'ai besoin que vous me disiez tout ce dont vous vous souvenez de sa maison. Chaque détail, aussi petit soit-il. Les enfants hochèrent la tête avec enthousiasme. Elle est grande, commença Annie, fermant les yeux pour mieux visualiser. Très grande. Et elle a un portail bleu. Un très joli bleu. Comme la couleur du ciel quand il n'y a pas de nuages. Et des fleurs. Ajouta June avec excitation. Tellement de fleurs. Des rouges, des jaunes, des roses, des violettes, des oranges, et je crois qu'il y en avait des blanches aussi. Comme si un arc-en-ciel avait explosé dans le jardin de mamie. Le portail a un motif dessus, dit Jamal, le visage plissé par la concentration. Des spirales en fer forgé, du fer noir sur le bleu. Et il y a quelque chose en haut. Un animal. Je crois que c'était un lion. Un lion, d'accord. Et la rue? Vous vous souvenez de quelque chose? C'était calme, dit Annie. Pas comme notre rue où il y a toujours du bruit. On pouvait entendre les oiseaux chanter. Et il y avait de grands arbres,
de très vieux arbres qui faisaient de l'ombre sur la route. Et il y avait une maison jaune à côté de celle de mamie. Se souvint soudain June. Une maison jaune vif avec des fenêtres blanches. Je m'en souviens parce que je trouvais qu'elle ressemblait à un gâteau au citron. C'est un excellent détail, encouragea Émilie, écrivant frénétiquement. Il y avait une petite boutique au coin de la rue, dit lentement Jamal. Où ils vendaient du pain ou des journaux. Mamie y envoyait notre chauffeur pour acheter des choses. Grande maison, portail bleu avec des spirales en fer noir et peut-être un lion, beaucoup de fleurs, une maison jaune voisine, une rue calme avec de vieux arbres, une petite boutique au coin. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. C'était plus que rien. Vous vous souvenez du temps de trajet depuis votre maison ? Demanda Émilie. Peut-être 30 minutes en voiture, réfléchit Annie. Mais ça semblait plus long parce que June n'arrêtait pas de demander, on est bientôt arrivé. Émilie regarda les 3 visages pleins d'espoir et prit une décision. Très bien. Voici le plan. Nous allons à Ikoyi. Nous allons chercher des maisons qui correspondent à votre description, et nous n'abandonnerons pas avant d'avoir trouvé votre grand-mère. Compris ? Compris. Dirent les enfants en chœur. Mais d'abord, je dois appeler ma superviseure. Elle composa le numéro, se préparant mentalement. Allô ? Bonjour, Madame Okonwo. C'est Émilie. Je ne pourrai pas venir aujourd'hui. J'ai une urgence. Émilie, vous n'êtes pas venue hier non plus. Et maintenant vous ne venez pas aujourd'hui ? Quel genre d'urgence dure 2 jours ? Une urgence familiale, mentit Émilie, regardant les 3 enfants qui étaient techniquement des étrangers, mais qui lui semblaient déjà être une famille. Je suis vraiment désolée. Votre salaire sera amputé, vous le savez. Et vous devrez faire des heures supplémentaires. Je comprends. C'est vraiment important. J'espère bien, dit sèchement Madame Okonwo avant de raccrocher. Émilie soupira. Elle allait probablement avoir des ennuis, peut-être même perdre son emploi. Mais certaines choses étaient plus importantes. À 9 heures, ils étaient prêts à partir. Émilie avait rapidement lavé leurs vêtements la veille au soir. Ils étaient un peu froissés, mais propres. Elle avait enfilé un jean et un t-shirt, et attrapé son portefeuille. Elle compta l'argent qui lui restait. Pas grand-chose. Assez pour le taxi jusqu'à Ikoyi et peut-être un déjeuner, mais guère plus. Ce serait coûteux et probablement vain, mais elle avait fait une promesse. Dans la rue, la chaleur matinale de Lagos était déjà écrasante. Émilie héla un taxi, un de ces véhicules jaunes et noirs qui avaient connu des jours, voire des décennies, meilleurs. Le chauffeur, un homme d'âge mûr au visage blasé, les regarda avec des sourcils haussés. Où ça ? Ikoyi. Ikoyi, c'est grand, madame. Ou à Ikoyi. Nous verrons en arrivant. Conduisez-nous simplement là-bas. Le chauffeur haussa les épaules avec le geste universel de « votre argent, votre problème ». Le trajet dura 45 minutes, le trafic de Lagos ayant choisi la violence ce matin-là. Des voitures à perte de vue, des mototaxis se faufilant dangereusement, des vendeurs à la sauvette proposant tout, des chargeurs de téléphone aux poulets vivants. Arrivé à Ikoyi, le chauffeur se tourna vers Émilie. Alors, où exactement ? Émilie regarda les enfants. Vous reconnaissez quelque chose ? Les 3 visages se pressèrent contre les vitres. Je ne sais pas, dit Annie, sa confiance s'étant évaporée. Tout a l'air différent. C'est parce que tu étais dans la voiture de papa et que tu ne faisais pas attention, dit Jamal, serviable. Les amis, les interrompit Émilie. Essayez de sentir la bonne direction. Annie pointa à gauche, puis à droite, puis à nouveau à gauche. Peut-être par là. À gauche, décida Émilie. Allez-y doucement. Ils parcoururent rue après rue. Des maisons immenses, des pelouses manucurées, des gardes de sécurité les dévisageant avec méfiance. Ça vous dit quelque chose ? Les enfants regardaient, le visage plissé par la concentration. Non, dit finalement Jamal. Pas encore. Ainsi commença la chasse au trésor la plus frustrante de l'histoire. Ils roulaient, s'arrêtaient, sortaient, examinaient un portail. Fausse piste. Pas de fleurs. Retour dans la voiture. Et celui-là ? Arrêt. Vérification. Encore une erreur. Celui-ci avait des fleurs, mais le portail était vert. Retour dans la voiture. Après 1 heure de ce manège, le chauffeur devenait visiblement impatient. « Madame, j'ai d'autres clients qui attendent. Ce n'est pas une visite touristique. » Émilie vérifia son portefeuille. Le compteur tournait.
D'accord, arrêtez-vous ici. Nous allons descendre et marcher. Le chauffeur la regarda comme si elle avait perdu la raison. Vous allez marcher? Madame, Ikoyi n'est pas un petit quartier. Vous en aurez pour des heures. Alors nous marcherons pendant des heures, dit fermement Émilie en le payant. Ils se retrouvèrent sur un trottoir, 4 personnes complètement perdues dans un quartier où elles n'avaient manifestement pas leur place. On dirait qu'on cherche une aiguille dans une botte de foin, dit doucement Annie. Plutôt un portail bleu dans un quartier plein de portails bleus, ajouta Jamal. Ils se mirent à marcher. Et marcher. Et marcher encore. Maison après maison, portail bleu après portail bleu. L'énergie de June s'épuisa rapidement. Mademoiselle Émilie, mes jambes sont encore fatiguées. Elles m'envoient des messages. Et que disent-elles cette fois? Elles disent, June, aujourd'hui c'est pire qu'hier. Hier, c'était juste l'entraînement. Aujourd'hui, c'est la vraie souffrance. On démissionne. Émilie, voyant le visage épuisé de June, s'accroupit. Allez, monte. Le visage de June s'illumina. Elle grimpa sur le dos d'Émilie, ses petits bras s'enroulant autour de son cou. Je suis une vigie. C'est mon travail maintenant. Ils continuèrent. Émilie portant June, Annie et Jamal traînant les pieds à côté d'elle. À midi, cela faisait plus de 2 heures qu'ils marchaient. Le dos d'Émilie la brûlait. Elle était en sueur, fatiguée, affamée, et commençait à douter sérieusement de son plan. J'ai faim, gémit June. Son estomac gronda si fort qu'on aurait dit un petit animal en colère. D'accord, dit Émilie. On a besoin d'une pause. Allons trouver un endroit pour manger. Ils trouvèrent un petit restaurant local qui servait une authentique cuisine nigériane. Émilie commanda du riz jollof pour tout le monde. La nourriture, fumante et parfumée, redonna un peu d'énergie aux enfants. Après avoir mangé, Émilie demanda à la propriétaire du restaurant si elle connaissait une maison correspondant à leur description. La femme réfléchit. Un portail bleu avec des fleurs à Ikoyi. Ma sœur, il y a beaucoup de maisons comme ça. Beaucoup trop. Il vous faut une adresse, un nom de rue. Le cœur d'Émilie se serra un peu plus. C'était impossible. Ils marchèrent encore 1 heure. Les enfants étaient devenus silencieux. Ils perdaient espoir. Peut-être qu'on devrait abandonner, dit Jamal d'une petite voix qui brisa presque le cœur d'Émilie. On n'abandonne pas, dit-elle fermement. On a juste besoin de... Hey! Une voix d'homme, forte, urgente. Émilie se retourna et son sang se glaça. Un homme en costume noir, à 2 rues de là, le téléphone collé à l'oreille, les fixait. Et il courait vers eux. Non, attendez. Il ne courait pas vers eux. Il les observait simplement, parlant frénétiquement au téléphone, tout en les regardant comme s'il venait de trouver quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. C'est eux, l'entendit-elle dire. Je les ai trouvés. 3 enfants avec une femme. Ils sont à Ikoyi. Oui, monsieur. Je suis sûre. Je les garde à l'œil. Je ne les perdrai pas. Le cœur d'Émilie se mit à battre la chamade. C'est oncle James, dit Annie, sa voix montant dans la panique. C'est un des gardes du corps de papa. Oh non. Il appelle papa. Il va lui dire où nous sommes. L'homme, oncle James, était toujours au téléphone, les observant comme un faucon. Oui, monsieur. Ils sont juste là. La femme est avec eux. Non, monsieur. Je ne les ai pas approchés. Oui, monsieur. 10 minutes. Je reste ici et je surveille. L'esprit d'Émilie s'emballa. Le père arrivait. Le père riche, puissant, et probablement furieux. Et Émilie était là, avec ses 3 enfants, ressemblant exactement à quelqu'un qui aurait pu les enlever. Qu'est-ce qu'on fait? Demanda Annie, les yeux effrayés. Émilie prit une profonde inspiration. On attend. On dit la vérité. Et on espère que votre père écoutera. Ces 10 minutes furent les plus longues de toute la vie d'Émilie. L'homme en costume noir les observait de loin. Une petite foule commença à se former. Puis elle entendit le bruit. Des moteurs. Multiples. Le son de l'argent et du pouvoir approchant à toute vitesse. 3 SUV noirs, le genre qui coûte plus que ce qu'Émilie gagnerait en 10 ans, dévalèrent la rue. Ils s'arrêtèrent dans un crissement de pneus. Les portes s'ouvrirent. Des hommes en costume en sortirent. Beaucoup de gardes du corps. Et puis il sortit. Brian Kingswell. Émilie sut immédiatement que c'était lui. Il avait les yeux d'Annie, le nez de Jamal, la forme du visage de June. Mais plus que cela, il avait l'air d'un homme qui n'avait pas dormi.
Ses yeux étaient injectés de sang. Son costume coûteux était froissé. Ses cheveux étaient en désordre. Il ressemblait à un homme qui avait traversé l'enfer. Puis il vit ses enfants. Annie, Jamal, June. Sa voix se brisa. Papa. Ils coururent vers lui. Il tomba à genoux en pleine rue, se moquant de son costume hors de prix, de la foule, de tout, sauf de ses enfants. Il les serra tous les trois dans ses bras, si fort qu'Émilie crut qu'il ne les lâcherait jamais. Et il pleura. Ce milliardaire, cet homme puissant, pleura comme un enfant, son corps entier secoué de sanglots. Oh, mon Dieu! Merci, mon Dieu! Vous êtes en sécurité. Les enfants pleuraient aussi. On est désolé, papa. On voulait juste trouver mamie. Ce fut une des réunions les plus émouvantes qu'Émilie ait jamais vues. Mais ensuite, après ce qui parut une éternité, Brian se recula légèrement, et ses yeux trouvèrent Émilie. La gratitude, le soulagement, l'émotion brute dans son expression disparurent, remplacées par quelque chose de froid, de furieux. Il se leva lentement, tenant toujours June, et marcha vers Émilie. Son équipe de sécurité le suivit comme des ombres. Quand Brian parla, sa voix était comme de la glace. Vous. Il pointa Émilie du doigt, sa voix aussi tranchante qu'une lame. Espèce de Jézabel. Vous avez enlevé mes enfants. La bouche d'Émilie s'ouvrit sous le choc. Quoi? Non. Je. Savez-vous qui je suis? La voix de Brian monta en un rugissement. C'est fini pour vous. Fini. Il se tourna vers les policiers qui l'avaient suivi. Officier, arrêtez-la. Maintenant. Attendez. Essaya de parler Émilie. J'ai dit, arrêtez-la. Aboya Brian. Cette femme a kidnappé mes enfants. Je la veux menotter. Je la veux en prison. Les officiers se dirigèrent vers Émilie. Je n'ai enlevé personne, protesta Émilie. Je les ai sauvés. Vos enfants étaient en train de... Je ne veux pas entendre vos mensonges. La coupa Brian. Les officiers saisirent les bras d'Émilie. C'est de la folie. Je n'ai rien fait de mal. J'ai aidé vos enfants. C'est ce que disent tous les kidnappeurs, dit un officier en la tirant vers le fourgon de police. Papa, attends. Cria Annie. Pas maintenant, Annie. Mais papa, J'ai dit pas maintenant. Émilie fut poussée à l'arrière du fourgon. La porte claqua. À travers la petite fenêtre, elle pouvait voir les enfants essayant de s'éloigner de leur père, courant après le fourgon, criant quelque chose qu'elle ne pouvait pas entendre. Au poste de police, Émilie fut traînée à l'intérieur. L'endroit était exactement comme on pouvait s'y attendre, vieux, bondé, sentant la sueur et le désespoir. Un officier bedonnant la regarda avec un ricanement. « Alors, c'est vous qui avez kidnappé ces enfants? Une belle femme comme vous? » « Je n'ai pas kidnappé ces enfants, » dit fermement Émilie. « Je les ai aidés. Je les ai sauvés d'eux. » L'officier éclata de rire. « C'est ce qu'ils disent tous. Madame, vous vous en êtes prise à la mauvaise famille. Vous avez kidnappé les enfants de M. Brian Kingswell. Votre affaire est terminée. FINIE. Dites vos dernières prières. Vous allez pourrir dans la prison de Kirikiri. » Les portes du poste s'ouvrirent avec fracas. Brian Kingswell entra comme un ouragan, ses enfants sur ses talons. « Où est cette Jézabel ?» Sa voix tonna. « Elle est ici, monsieur Kingswell. » S'empressa le sergent. « Bien. Je veux qu'elle soit enfermée. Sécurité maximale. Je veux qu'elle reste en prison pour le reste de sa vie. Pas de procès, pas de caution. Directement en prison. Compris? Oui, monsieur. Absolument, monsieur. Papa. La voix d'Annie coupa la rage de Brian. Annie, pas maintenant. Non, papa, tu dois écouter. Annie se planta devant lui, son petit visage féroce. Mademoiselle Émilie ne nous a pas enlevés. Elle nous a sauvés. Tu n'écoutes jamais. Enchaîna Jamal. Mademoiselle Émilie est une bonne personne. On s'est enfui à cause de mademoiselle Angela, ajouta June, la voix tremblante mais déterminée. Elle était méchante. Quand on s'est perdu, des méchants hommes ont essayé de nous prendre. Et mademoiselle Émilie les a combattus. Elle nous a sauvés. Brian fixait ses enfants, sa colère vacillant. Quoi? Elle nous a donné à manger, continua Annie. Elle nous a donné son propre lit pendant qu'elle dormait par terre. Elle essayait de nous aider à trouver mamie. C'est notre amie. Brian regarda ses trois enfants, leurs visages désespérés, leurs larmes.
Puis il regarda Emily, debout derrière le comptoir, le fusillant du regard. Puis de nouveau ses enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire, elle vous a sauvé de kidnappeurs. De vrais kidnappeurs, ajouta Annie. 4 hommes. Mademoiselle Emily les a combattus. C'est une héroïne, papa. Pas une kidnappeuse. Une héroïne. Le silence se fit dans le poste de police. Le visage de Brian devint blême. Il se tourna vers le sergent, sa voix complètement changée. Officier, je crois qu'il y a eu un terrible malentendu. Mes enfants viennent d'eux. J'aimerais régler cette affaire en dehors du poste. C'était un grand malentendu. Mais monsieur, les charges. Il n'y a pas de charges. Cette femme n'a pas enlevé mes enfants. Elle les a sauvés. Laissez-la partir. Maintenant. L'officier bedonnant déverrouilla la grille avec une expression penaude. Emily sortit, ses yeux rivés sur Brian Kingswell. Brian s'approcha d'elle, l'air désolé, mais désinvolte. Madame, je crois qu'il y a eu un malentendu. Je suis désolé pour tout ça. J'aurais dû écouter mes enfants, mais j'étais juste inquiet. Vous comprenez, n'est-ce pas? L'inquiétude d'un père et tout ça. Il le dit si nonchalamment, comme si ce n'était qu'un inconvénient mineur, comme s'il ne venait pas de la faire arrêter et de menacer de la faire enfermer à vie. Les yeux d'Emily se plissèrent. Vous savez quoi? Sa voix était calme. Mortellement calme. C'est exactement pour ça qu'il ne faut jamais aider les gens riches. Brian cligna des yeux. Quoi? C'est pour ça qu'on n'aide pas les gens riches. La voix d'Emily s'éleva. Vous êtes tous les mêmes. Ingrats. Vous pensez que tout le monde en veut à votre argent. J'ai sauvé vos enfants. J'ai utilisé mon argent, ma nourriture, mon lit. Et vous m'avez fait arrêter. Attendez une minute. Lézards ingrats. Siffla Emily, sa voix dégoulinant de venin. C'est ce que vous êtes. Des lézards ingrats au sang-froid. Elle tourna les talons et se dirigea d'un pas rageur vers la sortie. Mademoiselle Emily, attendez. Pleura June. S'il vous plaît, ne partez pas. Cria Annie. Mais Emily ne s'arrêta pas, ne se retourna pas. Elle sortit du poste de police comme s'il était en feu. Derrière elle, elle entendait les enfants pleurer, l'appeler. Mais elle continua de marcher. Dans le poste, Brian resta là, abasourdi, regardant Emily disparaître. Est-ce qu'elle vient d'eux? Est-ce qu'elle vient de m'appeler un lézard ingrat? Oui, monsieur, dit James doucement. Mais, j'étais en train de m'excuser. J'étais gentil et elle m'a appelé. Il ne pouvait même pas finir. Qu'elle est grossière. Si vulgaire. Si peu raffinée. Il se tourna vers le sergent. Merci pour votre aide. Nous partons. Même en partant, une petite partie de lui, une toute petite partie qu'il n'était pas prêt à admettre, savait qu'elle avait raison. Et cela le dérangeait plus que tout. Le trajet du retour fut silencieux. Épais, lourd, suffocant. À l'arrière, les enfants reniflaient doucement. Brian agrippait le volant, l'esprit en ébullition. Un mélange de soulagement, de colère contre Angela, de déception envers lui-même, et de gratitude mêlée de confusion à propos de cette femme, Emily. Cette femme qui l'avait regardé droit dans les yeux et l'avait insulté. L'audace, le manque de respect absolu. 20 minutes plus tard, ils franchirent les grilles du manoir Kingswell. Brian se gara, coupa le moteur, et regarda ses 3 enfants sortir silencieusement. « Allez à l'intérieur », dit-il doucement. « Allez dans vos chambres. Reposez-vous. » Sans un mot, sans le regarder, les 3 enfants disparurent à l'intérieur. Brian se tourna vers son chef de la sécurité. « James, qu'est-il arrivé à Angela ?»« Monsieur, quand nous sommes revenus, elle a refusé de partir. Nous avons dû appeler des renforts pour l'escorter de force. Elle s'est débattue tout le long, en hurlant. »« Bien, » dit Brian. « Si elle revient, appelez la police. » Il entra dans sa maison. Le manoir semblait soudainement trop grand, trop vide. Il se dirigea vers son bureau, ferma la porte et sortit son téléphone. Il avait des appels à passer. Il était à son 7e appel quand... Bang! 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 La porte d'entrée du manoir s'ouvrit avec une telle violence qu'on aurait dit qu'on l'avait défoncée. Mes ennemis ont échoué. Une voix tonitruante résonna dans toute la maison. Mes ennemis ont échoué. Que le tonnerre les frappe. Mes petits-enfants sont de retour. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Brian ferma les yeux et soupira. Sa mère était arrivée. Grand-mère Kingswell,
73 ans, 1,52 m autoproclamé, et l'énergie d'une femme de la moitié de son âge. Où sont mes petits-enfants? Hurla-t-elle. Mamie. 3 voix crièrent à l'unisson. Les enfants dévalèrent le grand escalier. Mes bébés, mes précieux bébés. Grand-mère les enveloppa tous les 3 dans ses bras. Elle les inspecta ensuite sous toutes les coutures, ouvrant même leur bouche comme un dentiste. Mademoiselle Émilie nous a sauvés, déclara June. C'est une super-héroïne. De kidnappeurs, ajouta Annie. 4 hommes. Renchérit Jamal. Grand-mère porta la main à son cœur, dramatiquement. Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez failli me donner une crise cardiaque. Puis elle aperçut Brian au pied de l'escalier. Toi. Le pointa-t-elle du doigt. Tu as laissé mes petits-enfants avec cette pintade au long cou. Bonjour, mère. Ne me fais pas de bonjour, mère. Cette autruche, cette girafe, cette créature que tu appelles ta petite amie a fait fuir mes petits-enfants. Mère, Angela est partie. Bien. Si je la croise dans ce Lagos, je lui briserai ses petites pattes de poulet tordu. Mère, s'il te plaît, calme-toi. Me calmer. Sa voix atteignit une hauteur capable de briser le verre. Elle se tourna vers les enfants. Mes bébés, mamie a apporté de la nourriture. Tellement de nourriture. Nous allons manger jusqu'à ce que vos estomacs éclatent. Dès que les enfants furent montés, grand-mère se tourna vers Brian avec une expression capable de geler la lave. Toi. Dans le bureau. Maintenant. Elle ferma la porte derrière eux. Assieds-toi. Brian s'assit. Maintenant, raconte-moi tout. Brian soupira profondément. C'était Angela. Je le savais. Je te l'avais dit. Cette vautour. Qu'a-t-elle fait? Brian lui raconta tout. Comment Angela les avait maltraités, enfermés dans leur chambre, et elle leur a dit qu'elle se fichait qu'ils meurent de faim. Silence. Elle a dit à mes petits-enfants qu'elle pourrait les regarder mourir de faim. La voix de grand-mère était terrifiante de calme. Puis elle explosa. Où est-elle? Où est ce démon? Je vais la tuer. Elle est partie, mère. Bien. Maintenant, parle-moi de cette femme, Émilie. Celle qui les a sauvés. La mâchoire de Brian se contracta. Mère, je ne veux vraiment pas parler de cette femme. Ah oh? Pourquoi donc? Parce qu'elle est grossière, vulgaire, sans aucun respect. Elle m'a insulté en face, devant tout le monde. Un petit sourire se dessina sur les lèvres de grand-mère. Vraiment? Et qu'a-t-elle dit? Elle m'a appelé un lézard ingrat. Le sourire de grand-mère s'élargit. Elle éclata de rire, un rire riche et sonore qui secoua tout son corps. Ce n'est pas drôle, mère. Oh mon Dieu! Elle t'a traité de lézard. Un lézard ingrat. Oh, j'aime déjà cette fille. Il n'y a rien à aimer. Elle est horrible. Elle a sauvé tes enfants, le coupa grand-mère, son rire s'arrêtant brusquement. Elle les a sauvés de kidnappeurs. Elle les a nourris, protégés. Et toi, qu'as-tu fait? Brian ne dit rien. Que as-tu fait, Brian? Je l'ai fait arrêter. Tu as fait quoi? Je pensais qu'elle les avait enlevés, je n'avais pas toute l'histoire. Grand-mère le fixa longuement, puis se remit à rire. Tu es si drôle. Cette fille sauve tes enfants. Tu l'as fait arrêter, tu tentes une excuse à moitié sincère, et tu es surpris qu'elle soit en colère? J'étais gentil. Tu étais stupide. Tu méritais pire. Elle continua, l'ignorant. Elle a l'air d'une bonne fille. Forte, courageuse. Les enfants l'adorent. Alors, les yeux de grand-mère pétillèrent de malice. Peut-être que tu devrais l'épouser. Brian faillit s'étouffer. Quoi? Mère, es-tu folle? Elle a l'air d'être exactement le genre de femme dont tu as besoin. Une qui peut te tenir tête. Je la connais à peine. Alors apprends à la connaître. Je ne veux pas la connaître. Grand-mère sourit. Ne dis jamais jamais, mon fils. Je dis jamais. Jamais. Nous verrons, dit-elle en se dirigeant vers la porte. Maintenant, je vais cuisiner pour mes petits-enfants. Et toi, tu vas rester ici et réfléchir à quel point tu as été un imbécile. Son rire résonna alors qu'elle quittait le bureau. Un lézard ingrat. Oh, je dois rencontrer cette fille. De l'autre côté de la ville, dans un petit appartement, Émilie Badmus fulminait. Tu te rends compte?
cria-t-elle, faisant les 100 pas. Tu te rends compte de cet ingrat de lézard. Sa meilleure amie, Top, était assise sur le canapé, mangeant tranquillement. C'est pour ça qu'il ne faut jamais aider les gens riches, continua Emily. Jamais. J'ai sauvé ses enfants. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me fait arrêter. Je t'avais dit que les gens riches étaient source de problèmes, dit calmement Top. Tu avais tellement raison. Et puis, après que ses enfants lui aient dit la vérité, tu sais ce qu'il a fait? Il a essayé de s'excuser. Une vague excuse désinvolte. Désolé pour le malentendu. Comme si de rien n'était. Et qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit que c'est pour ça qu'on n'aide pas les gens riches. Je lui ai dit que c'était un lézard ingrat. Top manqua de s'étouffer avec sa nourriture. Tu l'as traité de lézard. Un lézard ingrat au sang-froid. Top se mit à rire. Ce n'est pas drôle. Si, c'est drôle. Tu as traité un milliardaire de lézard en face. Il le méritait. Emily, le rire de Top s'estompa. L'important, c'est que c'est fini maintenant. Les enfants sont en sécurité. Tu as fait une bonne chose, mais maintenant, tu n'as plus jamais à revoir ce lézard ingrat. Emily se laissa tomber sur le canapé, épuisée. Oh, je passe à autre chose. Je ne veux plus jamais revoir Brian Kingswell. Pas s'il était le dernier homme sur Terre. Jamais. Bien. Ce reptile ingrat, arrogant, au sang-froid. Tu es vraiment attaché à ce truc de lézard, hein? C'en est un. Elles éclatèrent de rire toutes les deux. Emily souriait, un sourire féroce et satisfait. Elle avait dit à Brian Kingswell exactement ce qu'elle pensait de lui, et ça lui avait fait un bien fou.